Questions israélo-palestiniennes, clés de compréhension, un programme d'information pour mieux connaître et comprendre la situation au Proche-Orient. Bonjour, bienvenue à ce module clé de compréhension sur les réalités israélo-palestiniennes. On sait que depuis le 7 octobre, nous avons des projecteurs braqués sur l'un des territoires palestiniens, à savoir la bande de Gaza, mais peu de monde connaissent précisément les différences à la fois politiques, sociologiques, géopolitiques qui distinguent ces deux territoires palestiniens. Pour nous en parler, nous avons la chance d'avoir un grand spécialiste de cette question, Denis Charbit, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant dans plusieurs cercles universitaires de grand renom, à savoir Sciences Po Paris, par exemple, mais aussi Open University of Israel, et puis aussi à l'Université du Vermont aux États-Unis. Donc merci d'être présent avec nous pour éclairer notre public par rapport à cette entité qui est en fait double palestinienne. On sait que Gaza concentre plus de 2 millions d'habitants, mais quelles sont les grandes différences qui distinguent ces deux territoires, à la fois sociologiquement, mais aussi politiquement? Alors effectivement, le point de départ, si je puis dire, c'est que c'est le morcellement de la population palestinienne dans cette région, on va dire, de la Palestine mandataire. Alors entre d'une part les Arabes israéliens ou les Palestiniens d'Israël, qui étaient en 1948 au nombre de 156 000, qui sont aujourd'hui un peu moins de 2 millions d'habitants, donc c'est quand même une population importante. On l'oublie d'ailleurs. On l'oublie d'ailleurs, et c'est un Israélien sur 5 est palestinien. Ça peut paraître très paradoxal, presque oxymore, mais c'est le cas. Vous avez la population de Jérusalem-Est qui, elle, a obtenu un statut de résident permanent à condition de rester à Jérusalem. Vous avez la population de la Cisjordanie, y compris celle de la bande de Gaza de 1967 à 2005, mais à partir de 2005, comme on sait, il y a eu un désengagement israélien de la bande de Gaza et une sorte... Il faut préciser qu'il n'y a pas d'Israéliens. Voilà, il n'y a plus d'Israéliens. Avant le 7 octobre, tout à fait. Près de 20 ans. Exactement. Et puis, vous avez donc la population palestinienne de Cisjordanie, donc qui est toujours... alors, dans un statut un peu particulier, il y a toujours une autorité militaire israélienne qui l'exerce sur ce territoire, mais il y a également, depuis 1994, la mise en place d'une autorité palestinienne, notamment dans les grandes villes. Les fameux accords d'Oslo. C'est exactement, c'est l'application, la première application, la seule d'ailleurs application des accords d'Oslo, concerne la mise en place de cette autonomie qui concerne les grandes villes, donc une grande partie de la population palestinienne, même si elle reste malgré tout sous autorité israélienne. Donc on voit 4 statuts différents pour une population qui fait au total à peu près 7 millions de Palestiniens, près de 2 millions en Israël, 2 300 000 dans la bande de Gaza et le reste entre Jérusalem-Est et la Cisjordanie. J'ajouterais, pour compliquer la situation, qui effectivement l'est, c'est que par exemple en Cisjordanie, comme dans la bande de Gaza, vous avez des habitants qui ont habité, on va dire depuis le siècle dernier, voire plus, au même endroit. Et puis vous avez les fameux réfugiés, ceux qui ont quitté le territoire, déplacés, qui ont quitté le territoire israélien pour la bande de Gaza, pour la Cisjordanie, certains même au Liban, en Syrie et en Jordanie. Voilà, tout ça, effectivement, initialement, bien entendu, en termes de nationalistes palestiniens, ils vont considérer que tout ça, c'est le même peuple, mais des conditions juridiques, politiques différentes fait que quelque chose s'amorce. Alors, c'est pas 3 peuples ou 4 peuples différents, mais avec des conditions politiques différentes. Les Palestiniens d'Israël, citoyens israéliens, participent de la vie publique, avec des griefs, avec des revendications, mais ils sont citoyens, ils sont dans un état de droit, ils se défendent, ils se battent, ils ont des causes. Et puis, ils ont des attachements différents selon les zones. Exactement. Dans la bande de Gaza, on le sait, c'est le Hamas qui, depuis 2007, a pris les choses en main, a évincé l'autorité palestinienne par un coup de force. Et puis en Cisjordanie, vous avez cette division du territoire en zone A, zone B et zone C. La zone A étant celle où les affaires civiles et de sécurité sont tenues entre les mains de l'autorité palestinienne. Alors arrêtons-nous quand même sur Gaza, parce que c'est quand même au cœur de l'actualité depuis le 7 octobre et ça va évidemment durer. Quelles sont les grandes différences? Une qui vient à l'esprit, c'est quand même
le régime, entre guillemets, politique de Gaza. Il y a quand même un régime plus qu'autoritaire, qui a tyrannisé, y compris la population palestinienne. Là, on a un vrai, je dirais, projet politique qui n'a, bien sûr, dont le premier volet touche la question d'Israël, et c'est, on le sait, la volonté de détruire l'État d'Israël, la finalité politique du Hamas telle qu'il l'exprime dans leur charte, y compris dans leur charte remaniée, vise bien sûr au démantèlement de l'État d'Israël, à l'éradication des Juifs et du judaïsme même dans le monde. Mais le deuxième volet, en quelque sorte, c'est comme toute émanation, je dirais, des frères musulmans, essayer d'islamiser la société, de la contrôler. Alors, ça s'est fait, le mouvement est né en 1987, ça s'est fait d'abord par des services sociaux, par des institutions caritatives, et puis petit à petit prendre le contrôle, et ce qui fait que c'est une société, effectivement, qui vit, je dirais, sous la botte du Hamas, où, l'emprise est provoquée également, dans l'histoire récente, un clivage parfois meurtrier entre les factions palestiniennes elles-mêmes, entre l'obédience laïque, on va dire, qui était celle historiquement des Palestiniens de Cisjordanie, avec le Fatah, et le Hamas qui a islamisé ou tenté d'islamiser la population palestinienne, et avec des confrontations violentes parfois. Tout à fait. Alors ce à quoi on a assisté, quand le mouvement naît en 1987, il se présente comme un mouvement qui ne se mêle pas du conflit, qui n'a qu'une ambition, c'est que les Palestiniens soient plus musulmans, plus croyants, plus pratiquants qu'ils ne le sont. Et puis, après 1993, après les accords d'Oslo, l'OLP, le Fatah, notamment de Yasser Arafat, ayant choisi la voie diplomatique, il décide en quelque sorte de récupérer la lutte armée radicale et de poursuivre effectivement, je dirais, cette mise en cause. De ce point de vue-là, quand on dit mais le Hamas ne veut pas d'un État palestinien, il le veut peut-être du bout des lèvres, il l'écrit dans la charte remaniée. Pour eux, la notion de nation arabe est une notion, je dirais, hérétique, parce qu'elle met en cause ce qu'ils entendent par Oumma, c'est-à-dire la nation musulmane. Oui, voilà. Avec la suprématie de la religion sur l'ordre civique et civil. Voilà. Sachant, pouvez-vous expliquer également cette distinction entre sunnites et chiites, puisque on vous dit, et c'est une réalité historique, que le Hamas est finalement le résultat des frères musulmans, en tout cas d'obédience des frères musulmans qui sont en Égypte notamment très actifs et qui sont d'obédience sunnite, et pour autant l'Iran chiite a eu une influence directe sur le Hamas. Exactement, et je dirais que c'est très important de le mentionner, parce qu'on a tendance en Europe à mettre en avant et à considérer que la grande distinction, la grande division, c'est sunnite et chiite. Alors oui, c'est vrai que sur le plan religieux, sur le plan théologique, les chiites ont toujours été un peu les laissés pour compte. Voilà, avec une géographie bien particulière, le Liban et l'Iran. Il n'y a pas de chiites, ni en Israël, ni à Jérusalem, ni en Cisjordanie, ni dans la bande de Gaza. Mais c'est là où parfois la politique l'emporte sur des identités ou sur une communauté, on va dire spirituelle et théologique et religieuse. Le fait est que c'est l'Iran qui soutient non seulement le Hezbollah, là on comprend, puisque c'est des chiites qui aident des chiites, mais qui aident également et qui assistent de très près, parce qu'il y a ce fameux axe appelle de la résistance, que de l'autre côté on appelle axe du mal, c'est-à-dire tous confrontés à Israël et d'une certaine manière transcendant la distinction entre dire donc en gros la géopolitique l'emporte sur les distinctions tout à fait. Ça n'a jamais religieuses. Empêché. Tout à fait. Je peux en donner une très belle illustration. Quand il y a la guerre civile en Syrie et que donc les sunnites sont pris à partie, le Hamas, qui était implanté en Syrie, qui avait un bureau de liaison à Damas, condamne le pouvoir d'Assad, condamne parce que là il y a une solidarité sunnite qui va jouer, qui n'empêchera pas malgré tout le maintien de cette liaison avec l'Iran. Donc c'est vrai que parfois ça peut entrer en contradiction, comme on le voit dans la prise de position du Hamas, qui à un moment a dit on ne peut plus soutenir le gouvernement de Bachar al-Assad parce qu'il s'en prend aux sunnites, et donc ils étaient de ce point de vue-là plus proches de Daesh en quelque sorte. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut tenir compte c'est une chose qu'on a toujours beaucoup de mal à comprendre, parce que quand on a des forces qui sont hostiles à Israël, on en déduit qu'ils sont forcément alliés. Eh ben non, ils peuvent être
unifiés sur leur hostilité à Israël, une hostilité agressive qui ne laisse pas de place à aucune négociation, et néanmoins avoir entre eux des contradictions, et d'ailleurs, ça accompagne toute l'histoire du conflit. Oui, des contradictions et des conflits, puisqu'on sait aussi que certains militants du Fatah, donc qui étaient de la continuation, on va dire, pour caricaturer, de l'OLP du côté de la Cisjordanie, ont été parfois même assassinés par le Hamas à Gaza. En 2006, alors il y a des élections, les dernières à ce jour. Le Hamas, alors ça c'était d'ailleurs la revendication de Bush. Dans les premières élections antérieures, seuls les partis politiques qui acceptaient les accords d'Oslo pouvaient y prendre part. Et Bush, avec son projet de démocratisation, non, vous faites des élections, tout le monde doit pouvoir y participer, y compris le Hamas. Résultat, le Hamas se trouve le premier parti en tête, et il considère donc que le pouvoir lui revient. C'est là qu'il y a un clash, et c'est vrai qu'en 2007, le Hamas va lancer une opération de force pour évincer le Fatah, parce qu'ils étaient beaucoup mieux implantés. Et pourquoi ils étaient beaucoup mieux implantés? Parce que, j'en ai parlé tout à l'heure, mais en Cisjordanie, vous avez un tiers de réfugiés pour 2 tiers de gens qui ont toujours habité Jenin, Ramallah, Tulkarem, Kalkilia. À Gaza, c'est le contraire. Vous avez un tiers de la population qui sont des Gazaouis depuis des siècles, voilà, historiques, et vous avez 2 tiers de la population, 2 sur 3. Et donc beaucoup plus sensible, si je puis dire, à quelque chose qui serait radical, puisque les accords d'Oslo, ils disent bien que le problème des réfugiés devra être résolu autrement que par la réintégration des réfugiés dans leur foyer natal. Alors, puisque vous évoquez un recul historique, depuis quand Gaza existe, en fait, puisque en tant qu'entité, il y a eu une période où Gaza était égyptien. Oui, c'est vrai. À l'issue, alors rappelons les faits, donc Gaza est une ville assez significative, qui a une longue histoire, et qui, dans le cadre du plan de partage de l'ONU, fait partie de l'État arabe de Palestine. Et en 1949, à l'issue de la guerre d'indépendance, effectivement, une partie des Palestiniens qui habitaient, donc on va dire au sud du pays, on va dire au sud de Tel Aviv et Jaffa, sont déplacés vers cette zone-là, et le verdict des armes fait que ce sont les Égyptiens qui ont le contrôle de la situation. Et les Égyptiens sont très clairs là-dessus. Pour eux, c'est un territoire qu'ils administrent, et donc c'est la raison pour laquelle ils ne font pas des habitants de Gaza, réfugiés ou non, des Égyptiens. C'est la raison pour laquelle ils interdisent à quelques Gazaouis, que ce soit réfugiés ou non, d'aller en Égypte et de s'y intégrer. C'est donc une zone qu'ils détiennent. Voilà, d'une certaine manière... Ça a duré jusqu'à... Ça a duré jusqu'à 1967, voilà, avec la guerre des 6 jours. Alors, en vérité, pour être très précis sur le plan historique, en 1956, lors de l'opération de Suez, Israël conquiert et la bande de Gaza une première fois et la presqu'île du Sinaï, mais Eisenhower, 3-4 mois après le déclenchement de l'opération, en janvier 1957, ordonne à Israël de se retirer et de la presqu'île du Sinaï et de la bande de Gaza. Et de la remettre à l'Égypte. Et de la remettre à l'Égypte, avec comme seule garantie la mise en place d'un cordon de soldats de l'ONU qui sont là pour faire le maintien de l'ordre. Bon, donc, et juste une question, pourquoi l'Égypte n'a pas voulu ouvrir Gaza et en faire des Égyptiens ce cantonnement, c'était une forme de cantonnement. Alors justement, c'est très intéressant parce qu'on voit là toute la différence entre la manière dont agissent les Jordaniens et la manière dont agissent les Égyptiens. Les Jordaniens, eux, décident d'accorder aux habitants de Cisjordanie le statut de Jordanien. Ils essayent de les intégrer. Le ministre de la Défense en 1967, c'est quelqu'un qui vient de Cisjordanie, un Palestinien. Pourquoi? Parce que les Jordaniens ont le souhait, l'aspiration très profonde à jordaniser cette population. Finalement, les intégrer. Les intégrer. Le roi Abdallah a réuni en 1949 tous les maires des grandes villes, de ces villes-là, en disant, voilà, c'est moi l'autorité désormais, et ils acquiescent, puisque au final, ça reste un État arabe et non pas un État de Palestine indépendante. Ouais, donc, et pourquoi les Égyptiens n'ont pas les Égyptiens. Alors d'abord parce que c'est assez éloigné, il y a quand même toute la presqu'île du Sinaï, et que d'une certaine manière, dans la mesure où justement il y a 2 tiers de réfugiés et 1 tiers de la population qui, donc des habitants, on va dire, historiques de la bande de Gaza, ils comprennent bien que c'est un peu une poudrière. Surtout que, et là aussi ça joue, on n'en a pas parlé, la bande de Gaza c'est 363 km².
km². Oui, c'est tout petit. Tout petit. La Cisjordanie, c'est environ 5000 km². Voilà. Bah, en termes de promiscuité, c'est tout à fait différent. Et donc, je dirais de ce point de vue-là, on pourrait presque dire, l'Égypte, elle est beaucoup plus respectueuse, on va dire, du droit international. Ils ont acquis le territoire de Gaza par la force, mais il ne fait pas partie de la souveraineté égyptienne. Et c'est la raison pour laquelle, en 1977-1978, quand se négocient ce qu'on va appeler les accords de Camp David, la fameuse issue de la rencontre entre Anwar el-Sadat et Menachem Begin, souvent on me pose la question, mais pourquoi Begin n'a pas rendu la bande de Gaza, puisque, après tout, on l'avait bien pris des Égyptiens. Et les Égyptiens disent, c'est une poudrière, mais fondamentalement, ce n'est pas un territoire égyptien, ça n'a jamais fait partie de la souveraineté de l'Égypte. Autant on veut récupérer le Sinaï, parce que ça fait partie du territoire égyptien, autant la bande de Gaza, débrouillez-vous, c'est le territoire des Palestiniens. Là où la Jordanie attendra 1988 pour considérer que la Cisjordanie, ce n'est plus un territoire jordanien, ou qui devra le redevenir dans le cadre d'un accord de paix. Vocation jordanienne. C'est un territoire. Si vous voulez discuter du sort de cette Cisjordanie, eh ben, ils s'alignent sur la position égyptienne. Discutez-en avec les Palestiniens, puisque ce sont eux qui doivent, dans le futur, récupérer cette partie de la Palestine que la communauté internationale estime devoir leur offrir. Oui. Sur le plan démographique, donc c'est aujourd'hui 2 300 000 habitants, il y avait une présence israélienne qui était faible mais existante jusqu'en 2005, qui était autour de 10 000 ou 8 000 habitants, on chiffre à 8 000 habitants le nombre des 17 implantations qui avaient été créées dans la bande de Gaza, de 1967 jusqu'à le démantèlement de ces implantations. Alors situées en général près de la mer, et ou tout au nord ou tout au sud. Voilà. Et c'est un Premier ministre israélien, Ariel Sharon, voilà. Qui n'était pas réputé pour un tendre et qui, pour autant, a voulu démanteler cette implantation. Tout à fait. En fait, Ariel Sharon redoutait qu'après la seconde intifada, la communauté internationale, ce qu'on appelait le quartet, avec la Russie, l'Europe, les États-Unis, impose à Israël une paix qui consisterait à se retirer de l'ensemble de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Et Ariel Sharon, avec cette réputation qui le précède en quelque sorte, crée la surprise en disant attendez, de toute la Cisjordanie, c'est pas possible, parce que finalement, vous savez, même si au regard du droit international, il n'y a pas de différence entre la bande de Gaza et la Cisjordanie, dans l'échelle israélienne, il y a une hiérarchie. La bande de Gaza, même s'il y a eu un rabbin Nathan de Gaza, proche de Shabtai, etc., bon, c'est pas... C'est plus éloigné de l'historique. Voilà. En revanche, sur la Judée et la Samarie, il y a tout un investissement historique, culturel, religieux, voilà, et qui se traduit par une volonté politique de maintenir la présence israélienne, en tout cas pour ceux qui se situent à droite de l'échiquier politique. Voire de l'étendre, pour certains. Voilà. En revanche, sur la bande de Gaza, ça a toujours été considéré de manière un petit peu ambiguë. En tout cas, ça n'a jamais drainé, je dirais, le sentiment national israélien. Le sionisme implique et exige qu'Israël reste dans la bande de Gaza. Et donc, Ariel Sharon, pour donner le change, pour éviter qu'on lui impose le retrait général des territoires occupés, crée une nouvelle donne qui surprend tout le monde parce que c'est Ariel Sharon, en disant, ben voilà, nous étions dans la bande de Gaza, eh bien nous allons nous en retirer. Donc ça fait 20 ans quand même. Et ça fait 20 ans, exactement. Alors il le fait dans des conditions... Alors, dont on peut dire a posteriori, on n'a peut-être pas vu les choses comme il aurait fallu. C'est-à-dire que comme il a une sorte de lourde réserve, hein, c'est pas euphémiste que je dis cela, vis-à-vis des Palestiniens et vis-à-vis de leur direction politique, il ne dit pas « je me retire de cette bande de Gaza en négociant avec l'autorité palestinienne », celle d'Abou Mazen, puisque Yasser Arafat était mort quelques temps plus tôt. Il dit « non, on va procéder à un retrait unilatéral ». Ce qui pose quelques problèmes, puisque de fait, il n'y a pas ici un accord en bonne et due forme. Je pense que ça s'explique aussi, et c'est tout le grand dilemme ou la tension entre Israël et l'ONU sur cette question-là, c'est que là où, pour les Israéliens, et ça il faut le comprendre, ce décalage, pour les Israéliens, il n'y a plus l'armée israélienne, il n'y a plus d'implantation, donc on est nickel. Voilà, on est...
Or, l'ONU considère que, j'ai même lu un rapport de la Cour internationale de justice dans lequel ils arrivent même à un sophisme assez extraordinaire qui consiste à dire, même s'il n'y a plus de population civile, ce qu'on nous reproche sur la Cisjordanie, et même s'il n'y a plus d'armée, l'occupation peut être encore maintenue. Alors pourquoi ? Parce qu'on a le contrôle de l'électricité, parce que la monnaie dans la bande de Gaza, depuis, même après le retrait israélien, c'est toujours le shekel. Alors, moi, je veux bien admettre qu'il reste encore une mainmise, une certaine emprise, mais pour l'Israélien moyen, voilà. Mais pour l'Israélien moyen, non seulement on n'y est plus dans la bande de Gaza, et de facto on n'y est plus, ni l'armée, toutes les bases militaires ont été démantelées, toutes les implantations ont été démantelées, et de ce fait, dans l'esprit des Israéliens, et ça explique notamment tout le débat autour des solutions à apporter au problème israélo-palestinien, c'est qu'on dit en fait la bande de Gaza, c'est quasiment le prototype d'un État palestinien. Certes, il y a le blocus israélien qui va être imposé à partir de 2006, mais en gros, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Et donc, on va juger des intentions des Palestiniens à partir de cette bande de Gaza, parce que contrairement à l'autorité palestinienne en Cisjordanie, qui est quand même, on va dire, un peu sous la coupe des autorités israéliennes, là, ils ne sont pas sous la coupe des autorités israéliennes. Ce pari, force est de constater que malheureusement, il a été démenti ô combien violemment par le 7 octobre, puisque l'agression est venue de Gaza et du Hamas. Et aujourd'hui, alors, on voit qu'il y a aussi dans le rapport à l'État d'Israël deux, on va dire, cultures qui peuvent se distinguer entre les représentants de l'autorité palestinienne, qui certes sont dans un rapport d'hostilité avec l'État d'Israël, mais enfin, dans une certaine mesure, peuvent respecter un pacte de non-agression, si c'était possible et convenu des deux parties, tandis qu'avec le Hamas, c'est beaucoup plus radical, violent, et les actes terroristes l'ont montré. Donc, aujourd'hui, en 2025, comment voyez-vous à la fois cette distinction plus que idéologique et géopolitique, mais concrète dans le rapport à l'État d'Israël, et est-ce que ça peut être résolu par l'affaiblissement stratégique et militaire du Hamas aujourd'hui, et donc un dépassement par peut-être l'autorité palestinienne qui aura son emprise à Gaza? Vous y croyez? C'est vrai qu'on n'est pas du tout sur le même type de rapport. D'abord, il faut le savoir, il faut le dire. Ça peut paraître très surprenant, presque inconcevable, mais il y a une coopération en Cisjordanie, en Judée-Samarie, entre les autorités militaires israéliennes et la gendarmerie ou la police palestinienne. C'est une coopération qui répond à l'intérêt des deux. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'ils ont été évincés de la bande de Gaza, l'autorité palestinienne craint d'être évincée par le même Hamas de la Cisjordanie. Donc de ce point de vue-là, il y a une sorte de collusion ou de convergence d'intérêts entre l'État d'Israël qui veut que la situation sécuritaire soit le plus stable possible et l'autorité palestinienne qui pas beaucoup perçu en Occident et en Europe, voilà. ce point-là. Alors le problème, où est-il? Il faut le dire de la manière la plus objective possible. L'autorité palestinienne, donc qui est issue des accords d'Oslo, était prévue pour durer pour une période de 5 ans. Voilà. Ouais. C'était le statut provisoire. Le provisoire a duré. Voilà, c'était préparer les opinions israéliennes et palestiniennes en mettant, voilà, c'était d'ailleurs dans la continuité des accords de Camp David signés avec l'Égypte, on met une autorité autonome pour une durée de 5 ans et on négocie le statut définitif et puis on verra ce que ça donne. Et c'est ça qui a échoué. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'on se retrouve avec une autorité palestinienne qui aurait dû exercer son autorité pendant 5 ans et disparaître, être remplacée par un État palestinien ou par une autre formule qui aurait eu l'accord des deux parties. Et de ce fait, comment dirais-je, quand on essaye d'expliquer mais pourquoi les Palestiniens sont-ils tentés par le Hamas et pas par l'autorité palestinienne? Eh bien parce que, voilà, je vais prendre un exemple qui est sans doute peut-être le plus terrible, enfin qui plonge Israël dans une contradiction qu'elle ne sait pas résoudre. Un des grands problèmes, un des grands objectifs, je dirais à moyen terme ou même à court terme, c'est la libération des prisonniers palestiniens. Voilà. Eh bien, en dépit des accords, en dépit de la coopération sécuritaire entre l'autorité palestinienne et l'État d'Israël n'a jamais accordé la moindre concession par la libération de prisonniers palestiniens, les délits n'étaient pas trop importants ou quoi que ce soit, quel que soit le critère, à l'autorité palestinienne. En revanche, voilà, compte tenu du problème des otages de la bande de Gaza, on libère depuis quelques semaines, et on en libérera encore sans doute si un deuxième accord est trouvé, des milliers de Palestiniens. Pour les Palestiniens,
même s'ils sont étrangers à l'idéologie islamiste, etc. Ils vont dire, bah, écoutez, voilà, dans le rapport de force, il n'y a que ce langage-là, donc il faut prendre des otages pour pouvoir, non pas mais pour pouvoir en libérer. Et ça, cette contradiction, l'État d'Israël n'est pas en mesure de la résoudre. Et c'est d'autant plus grave, si je puis dire, c'est que quand le gouvernement israélien a proclamé que l'objectif premier était l'éradication du Hamas, suivi immédiatement de la libération des otages, on a envie de dire, et les Israéliens ont acquiescé, quelle que soit leur tendance, on dit oui, il ne faut plus que le Hamas, sa branche militaire, soit un interlocuteur et la force suffisante pour faire obstruction, comme elle l'a fait depuis 2005. Très bien, parfait, tout le monde est d'accord là-dessus. À ceci près que, d'abord, éradiquer un mouvement, ça peut avoir une version militaire, celle qu'Israël met en pratique depuis le lendemain du 7 octobre. Et puis, il y a aussi politiquement le grand vide ou le grand blanc dans le discours politique du gouvernement aujourd'hui, c'est qu'on dit, OK, très bien, vous avez éliminé le Hamas. Voilà, vous êtes parvenu à vos fins. Qui le remplace ? Qui le remplace ? L'armée israélienne ? L'armée israélienne va occuper maintenant la bande de Gaza jusqu'à ce qu'on trouve un interlocuteur palestinien ? Non. L'autorité palestinienne ? Alors, l'autorité palestinienne, bien sûr, mais l'autorité palestinienne, elle ne le fera que si elle veut bien s'occuper de la gestion et de la reconstruction de la bande de Gaza, si on lui dit, mais Benjamin Netanyahou, c'est quand qu'on reprend les négociations pour arriver à la deuxième phase ? Je vous rappelle que l'autorité palestinienne est provisoire, ça a duré 25 ans, ça ne va pas durer encore 25 ans de plus. Et là... Oui. Le gouvernement israélien est incapable de dire... Oui, c'est vrai, sachant qu'il y a aussi l'intervention des intérêts géopolitiques au-delà de cette zone strictement sensu palestinienne et israélienne, à savoir les intérêts notamment des grands pays arabes qui sont en train quand même de tenter une nouvelle donne pour la gouvernance de Gaza avec des considérations qui est de se méfier du Hamas, puisque à la fois l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite aussi, sont préventifs par rapport à cette radicalité-là qui les concerne ô combien, et donc sont en train de préparer des options. Est-ce que vous croyez à ces options d'une gouvernance on va dire modérée, pour prendre le langage habituel? Alors, c'est vrai que, encore une fois, on connaît bien cette phrase de Clausewitz, la guerre, la continuation de la politique par d'autres moyens, c'est-à-dire qu'il faut se retrouver à l'issue de la guerre, quel que soit le nombre de morts du côté palestinien, il faut se retrouver avec une nouvelle situation stratégique qui fasse la convergence des pays voisins. S'il y a un intérêt commun entre Israël, la Jordanie, l'Égypte et l'Arabie Saoudite, c'est bien, et même le Liban, c'est bien de neutraliser toutes les forces qui sont à la solde de l'Iran, que ce soit le Hezbollah au Liban, que ce soit le Hamas dans la bande de Gaza. Mais pour le faire, là où avant le 7 octobre, l'Arabie Saoudite considérait l'opportunité des fameux accords d'Abraham en jetant quelques miettes aux Palestiniens. Un peu d'argent, un bureau de liaison à Ramallah, mais pas plus. Après le 7 octobre, il est évident que si cette architecture que vous avez esquissée, c'est-à-dire une convergence d'intérêts entre les États arabes et surtout l'Arabie Saoudite qui entrerait dans le jeu, la Jordanie et l'Égypte sont des partenaires d'Israël. Qui sont le papier à tout intérêt. Voilà. Exactement, et qui pourrait qui aurait un rôle politique essentiel et économique on va dire de planifier la reconstruction et du Liban et de la bande de Gaza. Là, aujourd'hui, en tout cas à me fier aux déclarations et de Ben Salman, de l'ambassadeur récemment de l'Arabie Saoudite à Londres ou de leur représentant à l'ONU, ça ne peut passer que par une démarginalisation, puisqu'on a beaucoup parlé de marginalisation de la question palestinienne, de la remettre au centre. C'est-à-dire que vous ne pouvez compter sur cette coopération, cette alliance stratégique, surtout au moment où les États-Unis s'en vont, pratiquement, parce que leurs intérêts sont tournés vers la Chine. Cette alliance régionale, aujourd'hui, et c'est la contradiction devant laquelle les Israéliens devront se prononcer lors de futures élections, c'est est-ce qu'on tient en disant non, sécurité avant tout, et on ne remet pas la question palestinienne au centre, ou bien on la remet,
Et là, on reprend la dynamique d'Oslo. Donc, vous voyez, c'est ça l'histoire. Oui, c'est-à-dire que là où on pensait que ces accords-là étaient sortis en quelque sorte, voilà, ça restait un vœu pieux, ben là, il y a peut-être, attention, il n'y a pas de certitude ici, il y a peut-être une opportunité politique parce que c'est le seul moyen, en quelque sorte, de replacer la question palestinienne, mais dans le cadre d'une alliance régionale. Voilà, un logiciel de respect mutuel et de sécurisation aussi de l'État d'Israël, qui est la condition pour que les Israéliens... C'est impossible, hein. Je ne dis pas que c'est une certitude, non. Mais c'est impossible. Et voilà, c'est à ça qu'il faut finalement travailler, puisqu'il y a bien un moment, que ce soit maintenant ou que ce soit dans 3 semaines ou 3 mois, il y a bien un moment où les armes vont se taire. Et ce qui compte à ce moment-là, c'est quelle situation politique nouvelle on crée. Est-ce qu'on laisse ces générations de Palestiniens qui ont été touchés par la guerre, qui ont vu une grande partie de leur famille décimée, est-ce qu'on les laisse devenir des terroristes intégrés dans le Hamas, ou bien on leur soumet un nouveau projet politique qui consisterait, avec le soutien de l'Europe, alors, et à côté de ça, le plan Trump et l'idée de Gaza. On voit qu'il y a du surréalisme dans les déclarations que vous venez d'évoquer. On pourrait parler des heures avec vous, tellement c'est passionnant, cher Denis Charbit. Je cite votre dernier ouvrage, « Israël, l'impossible état normal », c'est chez Kalman Levy. En tout cas, merci beaucoup de votre présence et de vos éclairages.